On va parler ce soir du retour de Laurent Gbagbo chez les siens après 10 ans d'absence. Nous irons également du côté de la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda quitte ses fonctions. Et puis on parlera aussi de la France. Le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, a démissionné. Et c'est l'invité international, Maître Éric Emmanuel Sosa, qui est avec nous. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel. La Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui a dirigé le pays pendant 10 ans, de 2000 à 2010, sera accueilli au pavillon militaire, comme l'a proposé le président Alassane Ouattara. C'est un message fort, un geste en faveur de la réconciliation, avait salué le Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo est attendu donc demain à l'aéroport d'Abidjan sur le coup de 14h45 minutes, temps universel, une journée déjà qualifiée d'historique. Maître Sosa par les partisans de l'ancien président. Historique, ça l'est effectivement, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve en face d'un chef d'État. D'abord envoyé en exil pénitentiaire, pour répondre de crimes aussi graves que des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et qui revient blanchi. Le fait est exceptionnel, effectivement, et je peux comprendre que les Ivoiriens partisans de Laurent Gbagbo fassent grand cas de ce retour et veuillent célébrer ce retour avec pompe. Maintenant, le fait que ce soit organisé avec le protocole d'État me paraît la moindre des choses si on s'inscrit dans une logique de réconciliation. Parce que, après tout, c'est vrai que au nom de la réconciliation, on doit ça au minimum à Laurent Gbagbo. Même s'il n'y avait pas de souci de réconciliation, oui. Parce que à partir du moment où il a été, comme vous l'avez dit, blanchi par la Cour pénale internationale, il n'y avait plus aucune raison particulière de le maintenir en dehors de son pays. Il y a eu le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, qui a dit que le mérite de cette journée, on la doit grandement au président Alassane Ouattara. Vous partagez cette lecture? Écoutez, quand on sait d'où ça vient et quand on sait qui parle, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il voit les choses de cette manière-là. Bon, mais je n'ai pas du tout cette lecture. Parce que, bon, qu'est-ce qui aurait pu se passer? On continue encore les tiraillements, on tire le pays à huée et à dia, on laisse Laurent Gbagbo en exil et on vient clamer à la maison qu'il faut réconcilier les Ivoiriens. On réconcilie qui? En général, deux personnes qui sont en conflit, n'est-ce pas? Et de façon prosaïque, le RHDP a comme adversaire principal le FPI, si on voit les choses de façon rationnelle, tout au moins. Bon, alors, nous avons le fondateur du FPI qui est en posture de rentrer au pays, et on va le priver de ce privilège au prétexte que on a des griefs contre lui et on n'aura pas de réconciliation à ce compte-là. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait raisonnable, souhaitable et en tout cas bienvenu que les choses se passent comme indiqué par le président Ouattara, qui doit en tirer quelques reliquats politiques nécessairement. C'est vrai. Je dis pas bénéfice parce que bon, personne n'est dupe, mais au moins il y aura des reliquats politiques à cette action-là. Laurent Gbagbo qui rentre, vous pensez que c'est, j'ai envie de dire, un nouvel homme qui rentre? Il n'a pas de... C'est un Nelson Mandela qui rentre? Non, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, depuis toujours, a été égal à lui-même. Il a été un homme politique d'une forte cohérence et même au moment de la plus grande adversité,
il a toujours été lui-même. Laurent Gbagbo a, à mon avis, une sorte de congruence avec les réalités qui est patente. Il n'a pas besoin nécessairement de subir, parce que là, du coup, elle n'est pas tout à fait bénéfique, subir la comparaison avec Nelson Mandela, qui est exceptionnel, qui est unique en son genre aussi. Un jour, on dira peut-être que Laurent Gbagbo force l'exemple parce que ce qu'il a fait et comment il a vécu son parcours politique fera nécessairement des émules quelque part. Parce que quand vous savez, on ne finira pas de débattre sur ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On ne finira pas d'épiloguer là-dessus. C'est vrai. Les historiens nous diront un jour leur vérité. Mais dans cette affaire, il y aura toujours deux vérités qui s'affronteront. Et ceux qui sont les partisans inconditionnels de Laurent Gbagbo le trouveront toujours parfait, innocent. Et ceux qui sont plutôt de l'autre bord trouveront toujours que c'est quelqu'un qui doit porter quelque part le sceau de la culpabilité. Et ils trouveront toujours que tout ce que fait Alassane Ouattara est marqué du sceau du génie. Donc on n'en finira jamais. Mais en tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, je pense que nous devons célébrer le moment comme un moment historique, comme un moment exceptionnel de fraternité patriote entre deux titans de la vie politique d'un pays qui ont décidé de déposer les armes pour que leur pays vive mieux et pour que leurs concitoyens apprennent à connaître la paix en exerçant un pardon catharsistique. Et je pense que c'est une bonne chose et en cela, on ne peut faire aucun reproche à Alassane Ouattara. Il a pris la meilleure décision depuis que cette crise a commencé à s'étioler. Il a pris la meilleure décision jamais attendue de lui. Il n'y a pas de haine en Laurent Gbagbo, d'après vous? Je ne le pense pas, parce qu'il a déjà eu à s'exprimer. Il a dit qu'il revient le cœur complètement expurgé de tous ses sentiments négatifs et qu'il vient pour participer au débat national. Donc non, je ne pense pas qu'il comporte encore de la haine pour quiconque. Il le dira lui-même, hein, mais dans tous les cas, pour ce que je peux en savoir, la haine n'est pas un compagnon habituel de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on saura, c'est vrai que le retour de Laurent Gbagbo, tout le monde salue ce retour, on parle de gestes dans le sens de la réconciliation, mais on oublie que la lumière n'a pas encore été faite sur les choses qui sont passées en 2010 et 2011, qu'il y a plein de victimes qui ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, si ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a tué ou a fait du mal à leurs parents. On n'est pas en train d'envoyer tout ceci aux oubliettes? Absolument pas. Vous savez, je crois que il s'agit de distinguer. L'œuvre de justice, elle peut être imparfaite, mais l'œuvre de justice, lorsqu'elle a été bien accomplie, comporte toujours de la frustration. C'est-à-dire que celui qui perd un procès a toujours le sentiment que justice ne lui a pas été rendue, parce que la justice qu'il attend, c'est la justice qui lui donne raison. Quand elle lui donne tort, la frustration fait qu'on a du mal à accepter le verdict. Or, ici, on a voulu se donner le standard optimum d'impartialité en saisissant une juridiction internationale qui n'est pas suspecte de parti pris aucun, qui n'est pas suspecte de parti pris aucun. Et cette justice internationale s'est déployée. On a vu quand même. Vous savez, on a été furieux à constater que, alors même que les charges étaient insuffisantes, on a donné encore un délai supplémentaire à la procureure pour réunir des preuves. Si les preuves n'étaient pas déjà là, pourquoi alors on détient et qu'on amène la personne pour venir répondre de charges qui sont inexistantes,
ou insuffisamment articulées au moment où on les a proposées au tribunal la première fois. Pourquoi? Les charges n'étaient pas là. Donc, nous avons été plusieurs à nous insurger contre cette faveur-là faite à l'accusation. Et pourtant, on a subi ces petites privautés. Et puis, finalement, on est allé jusqu'au bout des choses. Et en allant au bout des choses, on se rend compte que non, l'accusation n'est absolument pas bien articulée. Elle ne se fonde pas sur des éléments tangibles, concrets, et qui résistent à l'analyse objective des faits. Et c'est la raison pour laquelle, par 2 fois, Laurent Gbagbo a été acquitté. D'abord par le tribunal, puis ensuite par la Cour. Alors, à partir de ce moment-là, permettez-nous de dire, foutons-lui la paix. Il a été innocenté. Maintenant, on dit, les gens ne sont pas contents parce qu'il a été innocenté. Mais certainement que la crise post-électorale et les violences qui s'en sont suivies ont des coupables. Mais ces coupables-là ne sont pas ceux qu'on a désignés. C'est ça la vérité juridique et judiciaire. C'est ça la vérité. Ces coupables-là ne sont pas ceux qu'on a proposés. Cherchons-les ailleurs. Ça ne veut pas dire que la crise, l'œuvre de justice est arrêtée. Mais de la même façon que des gens dans l'autre camp, parce que c'est une crise, c'est une guerre civile, dans l'autre camp, disent, nous aussi, nous voulons qu'on juge nos bourreaux. Mais apparemment, ils n'ont pas été identifiés. On n'a même pas fait l'effort de rechercher leur responsabilité du tout. Alors, vous voyez, c'est un peu dos à dos. Maintenant, quand on me dit qu'il y a des gens qui réclament qu'on fasse application de la loi en faisant exécuter les peines prononcées contre Laurent Gbagbo par les tribunaux ivoiriens pour ce qu'on a appelé l'attaque, le braquage de la BCEAO. Mais qui est la victime du braquage de la BCEAO? C'est principalement la BCEAO. N'est-ce pas? Bon, alors là, ce ne sont pas des victimes civiles. Alors, si ces gens-là réclament que le braquage de la BCEAO, qui a fait l'objet d'un procès par contumace, d'un Laurent Gbagbo dont tout le monde savait l'adresse, quand même, veulent absolument qu'il exécute cette peine, alors c'est pas la peine de le faire venir et c'est pas la peine de nous parler de réconciliation. C'est la raison pour laquelle je dis non. Le bon compte serait de dire ce procès-là est un procès politique et on va faire table rase en mettant à néant la décision prononcée. On va passer maintenant au deuxième sujet. On parle maintenant, puisque le tremplin est vite fait, Laurent Gbagbo qui a passé plusieurs années dans les geôles de la CPI. Eh bien, la CPI a un nouveau procureur. Le mandat de la Gambienne Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a expiré le mardi 15 juin 2021. Son successeur, le Britannique Karim Khan, prend officiellement donc ses fonctions aujourd'hui dans la salle d'audience de la justice internationale aux Pays-Bas. Karim Khan est un grand connaisseur de la justice internationale, mais ici, ce n'est pas vraiment son profil qui nous intéresse. C'est le bilan même de Fatou Bensouda. Ce n'est pas une dame que les Africains vont particulièrement regretter. Pas que les Africains. Ils sont, à mon avis, je ne vois pas beaucoup de personnes qui regrettent le départ de Madame Bensouda, parce que son bilan, il n'est pas mitigé. Avouons-le, il est carrément mauvais, parce que elle n'a pas réussi à mener à bout une seule affaire de façon complètement satisfaisante. La plupart du temps, on a vu beaucoup de précipitations et beaucoup de spectacles, plus que de technique. Et c'est la raison pour laquelle elle ne sera pas regrettée. Elle a beaucoup de qualités techniques par ailleurs, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le casting de ses clients n'a pas été, à mon avis, bien mené, et on a amené à chaque fois des gens qui étaient très faiblement chargés.
mais on s'est précipité de trouver des clients et finalement, on n'a pas rendu service à la réputation même de l'institution. C'est ça le plus regrettable. C'est pas tellement les personnes, mais c'est plutôt l'institution et le crédit qu'elle a perdu qui dérange. Mais bon. Peut-être à la décharge de Fatou Bensouda, j'ai envie de dire que les procureurs ne sont pas vraiment les gens les plus aimés. Ils n'ont pas besoin d'être aimés. Ils font un travail qui est difficile et souvent très ingrat. Mais il arrive qu'ils le fassent très bien. Parce qu'une accusation, mais vous savez, l'intérêt du procureur, c'est quoi? C'est que c'est lui qui protège et défend l'ordre public international. À partir de ce moment-là, il n'est pas dans un mauvais rôle. Au contraire, il devrait être l'ami des peuples. Vous comprenez? C'est lui qui défend les plus faibles, les opprimés, justement. Donc, normalement, c'est quelqu'un qui devrait être proposé à l'affection du plus grand nombre. Alors, quand on dit, vous voyez pourquoi c'est ingrat, finalement, il est le moins aimé ou le mal aimé parce que, bon, il joue le rôle du méchant. Il n'y a aucune méchanceté de la part d'un procureur quand il poursuit. Il poursuit à bon escient et souvent, il a le flair de poursuivre la bonne personne parce qu'en matière de justice pénale, la responsabilité est personnelle et individuelle. Donc, quand on vous met devant un tribunal, celui qui vous amène doit pouvoir démontrer que, oui, il a des faits précis qui vous sont imputables et que ces faits sont punissables. C'est tout le travail qu'il doit faire. Donc, il n'a pas d'état d'âme à avoir. S'il arrive à réunir ses preuves, alors il a bien fait son job et normalement on devrait l'applaudir. C'est pas ce qu'on a vu dans les cas William Ruto, dans les cas de Jean-Pierre Bemba, dans le cas de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui ont été les cas emblématiques du mandat de Madame Bensouda. C'est la raison pour laquelle ces échecs-là lui sont imputables. Parce que, après tout, c'est une confrontation entre une accusation et une défense. Et dans tous les cas qu'on a cités, apparemment, l'accusation ayant été défaillante, la défense a prévalu. Elle a été quand même nommée d'une certaine manière pour un peu réconcilier les Africains avec cette juridiction internationale, parce que vous connaissez très bien le regard des dirigeants africains qui pensent que la CPI est plutôt une cour pénale contre l'Afrique. Et pourtant, quand Madame Bensouda était aux affaires, ce n'était quasiment que des Africains qui ont comparu. Quasiment. Oui. Soudanais, Congolais, Ivoiriens, Kenyans. Ça fait partie des faiblesses de la CPI, d'après vous, parce qu'il y a peut-être des horreurs ailleurs que cette cour ne regarde pas ou n'a pas les moyens de regarder. On se rappelle encore les menaces des États-Unis. Bien sûr. Cette cour est frappée d'un handicap ontologique. Elle est la cour des puissants. C'est vraiment... comment il s'appelle Stéphanie Mopa, oui, qui a écrit un livre qu'elle a appelé Le Joker des puissants. Et oui, c'est tout à fait vrai. Quand on analyse les choses, c'est le joker des puissants. Alors, il faudrait que les moins puissants sachent ce qu'ils veulent. Ou bien ils sont capables d'organiser des systèmes judiciaires compétents, indépendants, capables de mener une justice au-dessus de tout soupçon. Et à ce moment-là, la CPI n'aura pas de justification. Ou alors ils en sont capables et à chaque fois il y aura une justice de substitution qui sera la justice de l'internationale, la CPI. Alors à ce moment-là, il faudra être cohérent. Il ne faudra pas non plus envoyer ses concitoyens là-bas et venir dire qu'on n'aime pas quand elle donne tort. C'est cette incohérence qui fait qu'aujourd'hui, il y a une mélasse. On ne comprend plus très bien. On n'adhère pas. On était signataire avant et quand il y a des décisions qui nous déplaisent, on vient dire qu'on ne le sera plus, on se retire. Mais c'est à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est cette espèce d'absence de lisibilité dans la mentalité et dans les décisions politiques de certains membres qui pose problème. Alors, dans ce cas, on sait que la CPI est un instrument au service peut-être
des puissants contre les faibles. Alors qu'on s'appelle Ocampo, Bensouda ou Karim Khan, qu'est-ce qu'on peut? Ben, on peut faire son boulot correctement, c'est-à-dire sans être nécessairement justement sous la tutelle de quelque puissance que ce soit, démontrer que ici nous sommes en présence d'une institution de justice internationale et que l'immunité dont nous disposons nous protège suffisamment pour que nous puissions faire le travail pour lequel nous avons été désignés ou nommés. C'est la raison pour laquelle je dis il faut absolument que Monsieur Khan arrive à enlever cette image de joker des puissants de l'institution, parce que il la connaît suffisamment pour y avoir fait carrière. Oui. Mais de l'autre côté, donc maintenant, il est peut-être la personne la plus éclairée pour comprendre quels sont les enjeux et passer du côté de l'accusation. Il doit être plus aguerri pour éviter les écueils dans lesquels les autres sont tombés, peut-être par trop de distance par leur profil. Il a un profil qui est complètement embedded. Il a toujours été dedans, donc il connaît les failles du parquet pour l'avoir combattu régulièrement et pour avoir gagné contre ce parquet. Donc aujourd'hui qu'il est à la place du parquet, il doit savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Troisième sujet, on va parler maintenant de la France et la démission du chef d'état-major des armées. L'Élysée a annoncé donc la démission du général François Lecointre, chef d'état-major général des armées. Ce dernier a assuré que cette démission n'était guidée par aucune mésentente entre lui et le chef de l'État. J'ai demandé au président de la République de bien vouloir me laisser partir. C'est mon souhait, c'est ce qu'il a laissé entendre dans l'émission Grand Jury de LCI RTL. Ça fait quand même mettre ça le deuxième chef d'état-major sous le président Emmanuel Macron. Le premier, on sait qu'il était parti un peu sur un mécontentement. Celui-ci dit que c'est son souhait, mais on s'interroge, on se demande s'il n'y a pas forcément de divergence avec le président français. Des divergences, il y en a nécessairement, parce que tout récemment, je ne sais pas si c'est une coïncidence, il y a eu une décision politique du président Macron décidant de mettre fin à l'aventure Barkhane. Oui. On peut comprendre qu'un militaire ne s'y trouve pas tout à fait à l'aise, parce que le militaire a peut-être une sensibilité beaucoup plus aiguë au succès technique et opérationnel que le politique. On peut penser cela. Le politique a un autre agenda et c'est probablement le politique qui décide ce que le militaire doit faire. Et c'est la raison pour laquelle, quand la décision politique est arrivée, il ne s'est pas prononcé sur le retrait de la France de l'opération Barkhane. Enfin, la suspension en tout cas de l'opération Barkhane. Le général Lecointre ne s'est pas prononcé dessus, mais je suis sûr que si on questionne d'un peu plus loin, les divergences vont apparaître lorsqu'il s'agira pour lui de dire ce qu'il pense. Mais on a l'habitude de dire que l'armée est la grande muette parce que les militaires ont horreur de commenter leur opinion sur la place publique. Ouais. C'est ce qui fait leur spécificité et c'est ce qui a été tout le temps la règle du jeu avec l'armée. On l'appelle pas la grande muette pour rien. C'est rare que des militaires s'expriment publiquement et officiellement sur ce qu'ils pensent de l'action politique. Donc oui, c'est une courtoisie tout à fait militaire de choisir de taire ses sentiments en disant et en niant à toute force la moindre divergence entre lui et le président Macron. On peut penser, à juste titre, que certaines décisions politiques ont probablement été à l'origine de sa volonté de quitter en ce moment-ci. Parce qu'un chef d'état-major qui quitte ses fonctions, ce n'est jamais anodin. Jamais. C'est nécessairement une décision assez grave pour être soulignée. Et je crois que ça a été souligné. C'est la preuve
vous faites une émission dessus. Lui, il a également expliqué qu'il ne souhaitait pas terminer le mandat avec le président de la République. Il a dit l'autre raison de ce tuilage, il parle ici de tuilage, c'est qu'il garantit une continuité. Je pense qu'il est bon que mon successeur puisse assurer la continuité. Donc, il ne souhaitait pas finir le mandat avec le président pour ne pas prêter le flanc d'une sorte de débat de politisation. Ce qui est curieux, c'est que c'est l'exécutant qui décide enfin de ce que devrait être son rapport avec sa hiérarchie. C'est quand même curieux. Ça ne se passe pas comme ça, normalement. Voilà, normalement, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Bon, mais que ce soit lui qui en prenne l'initiative, ça pose question. Et c'est la raison pour laquelle je dis non, il ne faut pas prendre ce qu'il dit au pied de la lettre. C'est un langage tout à fait codé qui est empreint de diplomatie parfaitement militaire. Parce que, non, écoutez, quand vous êtes chef d'état-major, vous ne décidez pas comme ça pour ne pas gêner le président à venir de mettre fin à vos fonctions. Oui. Pourquoi? Si tout va très bien, pourquoi voulez-vous protéger votre successeur d'un soupçon de rupture ou de le protéger par rapport à l'exécutif qui viendrait éventuellement dans un an? Pourquoi? Non. Vous voyez, aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus claires. Chaque administration qui vient avec dans sa valise le peloton de militaires qu'il a choisi pour l'accompagner. Ouais. Là, du coup, le jeu est absolument transparent. Mais en France, ça l'est beaucoup moins. C'est l'histoire de l'armée française, c'est l'histoire des rapports juridiques que l'armée française a toujours eu avec le pouvoir exécutif. Ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, c'est le président est le commander-in-chief et que en France, le chef de l'État est le chef des armées. Bon, donc, chef des armées civiles, ça comporte quand même une responsabilité extraordinaire, mais qu'on ne peut exercer qu'en parfaite cohérence et cohésion avec la hiérarchie, la haute hiérarchie militaire. Donc ce duo-là doit être parfaitement en harmonie pour que les choses fonctionnent bien. Quand il y a disharmonie, l'un doit céder et en règle générale, c'est celui qui porte képi qui s'en va. Maître Sosa, merci. On va marquer la pause, le temps de suivre le journal et puis on revient dans 10 minutes.